Certaines guerres civiles décideront qui dirigera une nation. D'autres guerres civiles décideront si une nation survivra tout simplement. Depuis que le gouvernement militaire du Myanmar a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, la nation a été déchirée par une guerre civile brutale, après près de 5 ans de conflit. Le nombre de morts vérifiés approche les 100 000 personnes, avec plus de 3 millions de déplacés et près de 30 millions qui essaient de survivre dans une zone de combat. Mais au cours de ces 5 années douloureuses, la nature de la guerre a changé de façon spectaculaire. Ce qui fut jadis un combat intrépide pour la liberté mené par des gens ordinaires et divers groupes alliés est maintenant une impasse sombre et épuisante. Les batailles se décident maintenant par d'effroyables vagues humaines. Le ciel est maintenant dominé par le sifflement aigu des drones, et les civils, où qu'ils soient, doivent vivre dans la peur venant d'en haut. Après presque 5 ans de combat, la guerre civile au Myanmar commence à ressembler à l'invasion de l'Ukraine. Avant cela, dans les jungles, les hautes terres et pendant la mousson. Mais maintenant, au début de l'année 2026, il devient clair que la guerre civile au Myanmar ne devient pas seulement plus brutale, elle devient impossible à gagner. Le gouvernement militaire n'a obtenu ni légitimité, ni soutien international, ni l'aide de son principal appui. L'alliance rebelle se fracture, disperse ses efforts, manque de ressources et attend toujours que quelqu'un, quelque part dans le monde, y prête attention. Le contrôle des territoires continue de changer de main, mais des villes les sont fauchées en échange de gains de plus en plus minimes chaque semaine. La guerre continue, les lignes de contrôle changent, mais la dure réalité du Myanmar devient impossible à ignorer. Il existe une réelle possibilité, de plus en plus grande, qu'aucun des deux camps ne puisse gagner cette guerre, et si c'est le cas, alors le Myanmar lui-même risque d'être détruit. Avant d'entrer dans les détails de la guerre civile au Myanmar, il convient d'apporter un peu de contexte. Parce que même si cette guerre ne reçoit pas autant d'attention que celles en Ukraine, à Gaza ou même au Soudan, elle fait partie des véritables grands conflits des années 2020. Comme nous le soulignons à chaque fois que nous abordons un conflit particulier, la nation du Myanmar n'a jamais vraiment connu la paix. Le pays est l'un des plus diversifiés au monde. Dans une région où plus de 100 milices ethniques ont longtemps dominé les terres de leurs peuples respectifs. À tout moment, on pouvait s'attendre à ce qu'au moins quelques-unes de ces milices combattent les forces du gouvernement central du Myanmar. Et en parlant du gouvernement central, le Myanmar a dû endurer une relation longue et complexe avec sa propre armée, le Tatmadaw. De 1962 à 2011, le Myanmar a été dominé par une dictature militaire et le Tatmadaw a longtemps eu la réputation d'abuser de son pouvoir, de réprimer son peuple et d'être profondément corrompu, à la tête du pays. Durant la majeure partie des années 2010, le Myanmar fut gouverné par un gouvernement civil dirigé dès 2016 par sa conseillère d'État et chef de facto, Aung San Suu Kyi. Mais tout cela a changé début 2021 lorsque, après une élection très contestée, le Tatmadaw a renversé le gouvernement civil et a commencé à réprimer les manifestations publiques contre sa décision. Avec le recul, cela a été une erreur majeure de la part du gouvernement Tatmadaw, sous le contrôle de l'actuel dictateur du pays, le général en chef et président Min Aung Hlaing. Le Tatmadaw ayant pris le contrôle des grandes villes du Myanmar, de nombreuses personnes ont été poussées à partir. Des dizaines de milliers de jeunes se sont réfugiés dans les campagnes, formant la force de défense du peuple pro-démocratie contre le gouvernement militaire. Arrivés dans les régions rurales du Myanmar, ils se sont alliés aux milices ethniques qui disposaient des armes, de l'expérience et de la volonté de combattre la nouvelle dictature. Au cours des années suivantes, la résistance nationale unie a réussi à s'emparer d'une grande partie du territoire du Myanmar. Certaines estimations suggèrent qu'au pire moment, le Tatmadaw ne pouvait exercer un contrôle direct que sur moins d'un quart de la superficie totale du Myanmar. Des milliers et des milliers de soldats du Tatmadaw ont préféré se rendre aux rebelles plutôt que combattre. 2 grands centres de commandement régionaux sont tombés sous le contrôle des rebelles et au début de 2025, la victoire semblait à portée de main. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, après avoir repoussé le Tatmadaw de centaines de postes avancés, de dizaines de villes, de petites bases et même une poignée de grands camps. Les rebelles les avaient repoussés dans une zone suffisamment petite pour que l'armée puisse concentrer ses forces dans une défense plus unifiée. Montant la garde autour des 3 plus grandes villes du Myanmar, Yangon, Mandalay et la capitale Naypyidaw, le Tatmadaw était tout simplement trop bien armé. Ses forces savaient être reculées face à la guérilla asymétrique des rebelles dans les campagnes, où chars et artillerie étaient des handicaps risquant d'être submergés. Et il y avait trop peu de soldats pour les déployer sur trop de fronts à la fois. Sur leur territoire fortifié, le Tatmadaw était bien plus puissant, offrant peu d'options à l'alliance rebelle. Certaines de ces forces de combat les plus puissantes ont accepté des cessez-le-feu temporaires avec le gouvernement pour obtenir un répit ou consolider leur contrôle territorial.
tandis que d'autres ont été forcés de se retirer des zones qu'ils avaient en queue déjà conquises, principalement en raison de la pression de la Chine pour s'éloigner des projets d'infrastructures et d'énergie dans lesquels la Chine avait beaucoup investi. En mars 2025, le pays a été ravagé par un tremblement de terre meurtrier, avec plus de 5500 morts confirmés, et certaines des zones les plus durement touchées étaient des territoires contrôlés par les rebelles. Entre la censure et le manque de transparence sur le véritable nombre de morts, et les efforts du Tatmadaw pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver dans les zones de résistance, le séisme a poussé de nombreuses milices ethniques à revoir leurs priorités et à solliciter au maximum leurs ressources pour aider les sinistrés. La décision du Tatmadaw de continuer les frappes aériennes sur des civils juste après le séisme n'a sûrement pas aidé. Les gouvernements rebelles ont tenté de profiter du séisme pour se légitimer auprès de la communauté internationale, ce qui les a encore plus éloignés de la guerre. Et cela nous amène à nos jours, sur laquelle nous allons nous concentrer pour le reste de cet épisode. Pour en savoir plus sur l'histoire du conflit au Myanmar, consultez notre analyse approfondie publiée en 2025 avant le tremblement de terre. Mais ce sont les changements après le tremblement de terre sur lesquels nous devons vraiment nous concentrer, car c'est là que la guerre a pris la dynamique actuelle. Bien qu'il ne soit pas exact de qualifier la guerre d'impasse au sens traditionnel, où les combats se calment et les deux camps attendent une action. Tout d'abord, nous pouvons décrire le Myanmar comme une impasse active. Pour comparer, il suffit de regarder l'Ukraine, où des milliers de combattants sont encore tués ou blessés chaque semaine. Le territoire change lentement de main, mais aucun camp ne peut porter de coup décisif. Dans certaines régions, notamment les zones occidentales contrôlées par les armées ethniques comme les Arakanais et les Shin, il ne reste plus grand-chose à capturer là où cela les intéresse vraiment. Tandis que dans d'autres parties du pays, des groupes insurgés ont été poussés par la Chine à rendre des villes et des bases au Tatmadaw sans combattre. Après des batailles extrêmement coûteuses, certaines milices ethniques ont décidé de maintenir les cessez-le-feu avec le Tatmadaw plus longtemps que ce à quoi leurs homologues sur le champ de bataille s'attendaient. D'autres manquent simplement de munitions, de combattants, de ravitaillement ou des trois. Donc même s'il n'est pas tout à fait exact de dire qu'un camp ou l'autre a un véritable élan en ce moment, c'est le Tatmadaw qui a au moins tenté de faire des avancées offensives. L'essentiel est que le Tatmadaw a repris du terrain et renforcé ses défenses autour de Mandalay, relâchant ainsi la pression sur cette grande ville auparavant vulnérable. Et en exécutant les volontés de Pékin en protégeant l'élite chinoise qui dirige la majeure partie de l'économie de la ville depuis plusieurs décennies. Dans le nord, le Tatmadaw affronte les Kachins dans la bataille de Barmo depuis plus d'1 an, dans un long siège qui a exigé d'immenses ressources et une attention constante de la part des rebelles. Plus près du cœur central du Myanmar, le Tatmadaw a capturé la ville importante de Kiakmé après une offensive coûteuse, la principale milice qui défendait la ville, la TNLA, ayant été forcée de signer un cessez-le-feu avec le gouvernement sous pression et d'abandonner le contrôle d'autres villes également. Le Tatmadaw a ensuite avancé à Isport, reprenant le contrôle total d'une route stratégique vers la Chine. À l'ouest, le Tatmadaw a mené une contre-offensive contre l'armée d'Arakan, divisant ses forces entre la ville assiégée de Sittwe, tenue par le Tatmadaw, et une autre offensive du Tatmadaw, une poussée à la frontière du territoire d'Arakan. Cela signifie que l'armée d'Arakan, l'une des forces rebelles les plus redoutables du pays, n'ont pas pu consacrer toutes leurs forces aux opérations. Ailleurs, face aux Karenni du centre-est, le Tatmadaw a repris la ville de Demozo en août dernier, et a transformé cet élan local en une offensive plus large. Tout aussi importante que la reprise limitée de territoire par la junte est l'évolution de ses tactiques. Le Tatmadaw a toujours privilégié les frappes aériennes dans ce conflit, larguant de lourdes munitions sans faire, ou presque, de distinction entre les cibles militaires et civiles. Bien que ces frappes aériennes aient toujours été une tactique de terreur efficace, elles étaient autrefois bien plus dispersées. Quand la junte était la plus faible, elles servirent de menace constante derrière les lignes rebelles pour maintenir la peur et démoraliser. Aujourd'hui, le changement de tactique du Tatmadaw et sa focalisation sur moins de zones de front ont amené ses dirigeants à ordonner la concentration de la puissance aérienne. Plus fréquemment, les contre-offensives du Tatmadaw ont été marquées par des bombardements constants des avions de chasse, appuyés par une utilisation croissante de drones FPV bon marché et produits en masse pour la reconnaissance, les frappes légères et les attaques kamikazes. Il est clair que le Tatmadaw a étudié la guerre en Ukraine, associant ses drones FPV à des bombardements d'artillerie dans une approche tactique. C'est rare au Myanmar, pays peu technologique et humide, mais cela ne choquerait pas. Dans la ville de Pokrovsk, bien sûr, le Tatmadaw ajoute un peu de sa propre touche à ses opérations aériennes incessantes.
Ces troupes utilisent désormais des parapentes motorisés, faciles à piloter pour survoler les champs de bataille et larguer de petites bombes à volonté. Les insurgés peinent à affronter, et encore moins à égaler, ces tactiques. Et elles ont joué un rôle clé en forçant les rebelles à abandonner le contrôle des territoires conquis, afin d'éviter de lourdes pertes. Simultanément, le Tatmadaw a pu renforcer ses effectifs, son moral et son soutien de l'étranger, alors que le moral militaire était au plus bas lors de la grande offensive rebelle de 2023 et 2024. Ceci était principalement dû aux difficultés rencontrées par les soldats ordinaires du Tatmadaw alors. Dans cette phase de la guerre, les unités étaient bloquées dans de petits avant-postes isolés, constamment exposés au risque d'être submergés puis forcés à battre en retraite. Ils étaient alors constamment harcelés, chassés de leur position arrière et forcés de voir la reddition massive de nombreux camarades. Mais une fois que le front s'est stabilisé et que les troupes de Tatmadaw ont pu s'appuyer sur la force des 3 grandes villes du Myanmar, leur situation n'était plus désespérée. Leurs rangs se sont ensuite renforcés avec 60 000 conscrits qui, malgré leur inexpérience, ont inversé la tendance. Une combinaison du simple nombre, d'un entraînement progressif au combat, ainsi que de leur capacité à tenir l'arrière et à occuper des rôles non combattants. Dans ce rôle, ils ont soulagé la pression pour permettre le retour des troupes expérimentées en première ligne. Avec l'arrivée de nombreux conscrits, le Tatmadaw a adapté ses tactiques, l'armée privilégiant parfois des vagues humaines inspirées des méthodes russes en Ukraine. Appuyé par des drones, de l'artillerie et une puissance aérienne concentrée, ce grand nombre de soldats a posé problème aux rebelles, souvent à court de munitions et d'équipements militaires. Aussi important, le leadership du Tatmadaw est devenu plus compétent, bien que la corruption et l'incompétence persistent. Les anciens commandants, promus pour leur loyauté ou leurs relations, ont été remplacés par des officiers expérimentés aptes à mieux diriger leurs troupes. Bien que le soutien chinois ait été moindre qu'espéré par le Tatmadaw, Pékin a quand même répondu de façon cruciale. En limitant l'arrivée de drones civils à double usage utilisables par les rebelles et en envoyant aussi des technologies de brouillage au Tatmadaw. Parallèlement, la Chine a expulsé des groupes de résistance, fermé des postes frontières et arrêté leurs chefs, et a exigé que les partenaires de la Chine dans l'État WA autonome pro-Pékin cessent de vendre des armes et des munitions aux groupes rebelles. Nous allons maintenant parler de la Chine plus en détail dans un instant. Parce que la Chine refuse toujours d'aider le Tatmadaw de manière plus significative, ce qui mettrait fin à ce conflit. Mais au moins, la Chine semble avoir décidé qu'elle préfère aider le Tatmadaw plutôt que de le voir s'effondrer. Cependant, comme nous allons l'expliquer en détail aujourd'hui, cette amélioration relative pour le Tatmadaw ne signifie pas que la junte militaire du Myanmar va l'emporter. Cela signifie simplement qu'au moins dans un avenir proche, le Tatmadaw ne va pas perdre. Sur tout le front rebelle, la résistance a remporté ses propres victoires. Elle a capturé ou repris des villages et des postes militaires, et elle a réussi à retenir le Tatmadaw dans des affrontements coûteux et peu fructueux sur plusieurs fronts pendant de nombreux mois. En décembre 2025, une nouvelle coalition de 19 groupes ethniques a formé l'Alliance de la Nouvelle Révolution du Printemps, réunissant des factions puissantes dans un alignement pro-fédéraliste et pro-droits de l'homme, totalisant plus de 10 000 soldats. Parallèlement, sur le territoire des Shin ethniques, plusieurs forces de combat Shin ont fusionné pour former l'armée populaire Shin. Il y a quelques semaines, avant la rédaction de cet épisode, un chef rebelle influent du groupe Shan a attiré l'attention internationale en dénonçant l'ignorance mondiale face à la campagne aérienne du Tatmadaw. Bien que le Tatmadaw semble avoir plus d'élan sur le terrain que les rebelles, il n'est tout simplement pas exact d'affirmer que le Tatmadaw fait aujourd'hui ce que les rebelles faisaient en 2023 et 2024. La dynamique a changé, oui. Mais plus important encore, l'ampleur de l'ensemble du conflit est passée d'une série d'échanges territoriaux majeurs à une situation beaucoup plus similaire aux lignes de front en Ukraine. Si une offensive rebelle en 2023 ou 2024 permettait de capturer 10 km de territoire, une offensive du Tatmadaw aujourd'hui n'en capturera qu'un seul. Souvent à un coût bien plus élevé en temps, en munitions, en ressources et en vies humaines. Des deux côtés, les opérations sont plus éprouvantes et les camps privilégient désormais des actions localisées en première ligne. Et lorsque des percées ont lieu, elles prennent généralement des mois à se réaliser. En 2023 et 2024, les rebelles capturaient 5%, 10%, 15% de l'ensemble du territoire du Myanmar à un moment donné. Aujourd'hui, personne ne capture de territoire à cette échelle, que ce soit les rebelles ou le régime qui tente de le faire. Ce n'est tout simplement plus ce genre de guerre.
Maintenant, avant que nous n'entrions dans les détails sur les raisons pour lesquelles la guerre civile au Myanmar pourrait être impossible à gagner, nous devons faire un peu d'autopromotion pour notre équipe Warfront et évoquer un sujet qui nous tient à cœur. Notre service d'abonnement premium, Front Stoco, pour lequel je montrerai normalement le néon ici, mais ce studio est en rénovation, donc je suis dans ce studio sans beaucoup de décoration. Je sais que c'est un peu vide, je suis désolé. Chez Fronts, notre équipe va encore plus loin dans les conflits mondiaux, la géopolitique et les influences cachées qui façonnent notre monde. Front. Les abonnés ont accès à 2 épisodes premium par semaine et à tout notre catalogue d'articles écrits par des journalistes primés et experts mondiaux. Un abonnement coûte 5$ par mois, ou 50 par an, et nous aide à rester indépendants et à développer nos contenus gratuits sur YouTube. Et pendant que vous découvrez Front, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter bi-hebdomadaire par email, Warfronts Weekly, un nom très créatif, nous le savons, qui est entièrement gratuite. Vous recevrez des mises à jour régulières sur toutes les histoires en cours. Retour en Myanmar et sur les raisons pour lesquelles cette impasse militaire devrait durer. Pour qu'une guerre civile majeure comme celle-ci soit impossible à gagner, 2 conditions doivent être réunies en même temps. Aucun des 2 camps n'est susceptible de s'effondrer et, en même temps, aucun des 2 camps n'est susceptible de remporter la victoire. Puisque le régime militaire du Tatmadaw est à la fois le camp qui a le plus d'élan en ce moment et celui qui détient techniquement la légitimité de l'État de son côté. Nous allons d'abord aborder la situation difficile du Tatmadaw, puis celle des rebelles. Mais pour saisir la faiblesse du Tatmadaw, il faut d'abord comprendre la force des rebelles. Et notamment le fait qu'une proportion assez importante du territoire du Myanmar échappe tout simplement à la capacité du régime de le reprendre. Bien qu'ils aient du mal à se battre pour les centres de population majeurs ou à contrer les offensives militaires coordonnées du Tatmadaw, les rebelles restent la faction combattante la plus forte dans les zones rurales ouvertes. Là-bas, ils peuvent se déplacer légers, frapper durement l'armée de toutes parts, compter sur le soutien local et lancer des attaques éclairs jusqu'à épuiser les forces du régime. Dans de nombreuses régions du pays, les rebelles ont un contrôle total et ils ont construit l'infrastructure défensive nécessaire pour s'assurer de pouvoir le conserver. Lorsque l'armée intervient, cela pose plusieurs problèmes à la fois pour elle. Mais tous ces problèmes reposent sur une seule réalité fondamentale. Quoi qu'il fasse, le Tatmadaw ne peut pas étirer ses lignes chaque fois qu'elle veut reprendre une ville ou un avant-poste donné. Il doit consacrer des forces à une offensive longue et ciblée, avec des lignes d'approvisionnement protégées, des flancs sécurisés et, idéalement, une puissance aérienne pour la soutenir. Mais le régime manque d'effectifs pour mener plus que quelques offensives relativement petites et localisées à la fois. Et il ne peut éviter d'étirer ses lignes qu'en limitant ses objectifs. Si le Tatmadaw veut capturer un territoire, alors ce territoire doit être proche de beaucoup d'autres territoires déjà contrôlés par le Tatmadaw. Envoyer ses troupes ou du matériel au cœur de zones rebelles est généralement une très mauvaise idée, avec des risques allant de la perte de ses troupes et équipements à la possibilité plus frustrante que des armes et blindés lourds tombent aux mains des rebelles. Ainsi, l'armée ne peut pas prendre la plupart des cibles majeures, lancer des offensives coordonnées et multidirectionnelles contre les centres rebelles ou justifier des attaques audacieuses. Cela pourrait changer la donne, mais cela pourrait aussi se terminer en catastrophe. Beaucoup des récentes victoires du Tatmadaw sont dues à la pression chinoise plutôt qu'à l'action militaire. La Chine demande aux forces rebelles de quitter certaines zones. Elles obéiront à cause de l'influence de la Chine, non parce que les forces du Tatmadaw proches sont assez puissantes pour forcer les rebelles à battre en retraite. Le Tatmadaw découvre aussi les limites de la puissance aérienne militaire. Les bombardements de cibles civiles derrière les lignes ennemies visaient surtout la terreur, pas une réelle contribution stratégique à la guerre. Mais les forces rebelles s'y sont totalement habituées. Elles restent coûteuses, elles restent horribles, mais elles sont attendues et elles échouent régulièrement à forcer les groupes rebelles à se soumettre. Il n'a pas non plus été facile pour le Tatmadaw d'utiliser sa puissance aérienne sur les lignes de front. Les rebelles parviennent parfois à abattre des avions de combat et sont souvent capables de se fondre temporairement dans le paysage pour éviter les frappes aériennes, alors que les opérateurs de parapente motorisés du Tatmadaw subissent des taux de mortalité très élevés. De plus, la puissance aérienne coûte cher et il est difficile pour le Tatmadaw de la maintenir longtemps avec ses ressources limitées. La puissance aérienne peut parfois renverser le cours de certaines batailles, mais accentue un problème plus large pour le régime militaire. Pour prendre le moindre territoire, ils doivent investir d'énormes quantités de matériel, d'argent et de vies humaines dans leur offensive. Et ce schéma ne peut tout simplement pas durer assez longtemps pour reprendre les zones où les rebelles sont les plus puissants.
En fait, le Tatmadaw ne pourra peut-être même pas atteindre certains de ces endroits, surtout à l'ouest et au sud-est, où les Arakanais, les Shins et les Karen semblent très sûrs de leur contrôle sur la majeure partie du territoire. Loin du champ de bataille, le Tatmadaw a cherché à accroître leur légitimité internationale fin 2025 et début 2026, lors d'une élection en 3 parties censée démontrer le soutien populaire aux dirigeants militaires. Malheureusement pour le Tatmadaw, il n'a pas fallu longtemps au monde pour comprendre ce que ces élections étaient réellement. Un simulacre de vote étroitement contrôlé et chaotique, littéralement garanti de n'être ni libre ni équitable. Le vote n'a eu lieu que dans les territoires contrôlés par le Tatmadaw et dans les zones où des milices alliées pouvaient asservir les objectifs du régime, avec les partis politiques populaires exclus de la participation et un quart de tous les sièges réservés à l'armée. Dans de nombreux endroits, le vote s'est déroulé sous une forte présence policière, avec des rapports faisant état de votes forcés flagrants et d'autres formes de violence signalées dans de nombreux lieux. Des centaines, voire des milliers de citoyens ont été arrêtés pour avoir exprimé des critiques élémentaires à l'égard de l'élection ou de l'armée, en vertu de lois très restrictives, qui prévoient des peines aussi sévères que la peine de mort. Tout cela, bien sûr, a été aggravé par les réalités plus larges de la vie sous le Tatmadaw, une force qui s'est constamment livrée à des décapitations et des mutilations des forces de résistance, qui utilisent régulièrement la violence comme arme et détruit des villages entiers d'un seul coup, et est réputée pour l'usage constant de la torture dans ses centres de détention. Il n'est pas surprenant que les candidats et partis favoris du Tatmadaw aient largement remporté les élections. L'élection n'avait évidemment pas pour but de renforcer le pouvoir du Tatmadaw. L'armée possédait déjà tout le pouvoir souhaité, du moins dans les zones qu'elle contrôle. L'élection visait surtout à donner une légitimité apparente, permettant ainsi aux dirigeants régionaux de mieux tolérer le régime du Tatmadaw et de le réintégrer dans leur cercle. Le groupe d'observateurs internationaux le plus important était l'ASEAN, l'association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui regroupe 11 pays, y compris le Myanmar lui-même. L'Occident et une grande partie de la communauté internationale suivent souvent l'exemple de l'ASEAN pour l'Asie du Sud-Est, tout comme le monde suit celui de l'Union africaine pour les questions africaines. Donc si l'ASEAN estimait que les élections au Myanmar étaient une justification suffisante pour accorder leur soutien au Tatmadaw, alors le reste du monde suivrait probablement le mouvement. Fin janvier, l'ASEAN a définitivement brisé les espoirs du Tatmadaw. Le bloc a carrément refusé de reconnaître les élections, encore moins de les cautionner, les dirigeants de tout le bloc indiquant clairement que leur position était peu susceptible de changer. Cela n'empêchera pas le Tatmadaw de gouverner à sa guise. Cela signifie donc que l'intervention internationale, les sanctions et l'aide humanitaire, qui auraient pu favoriser le Tatmadaw, n'auront tout simplement pas lieu. Et en parlant d'influence internationale, le voisin bien plus puissant du Myanmar, la Chine, continue de poser des problèmes au Tatmadaw, comme la Chine l'a montré à de nombreuses reprises pendant ce conflit. Comme nous l'avons souvent noté dans notre couverture du comportement de la Chine, au Myanmar et ailleurs, la politique étrangère du pays semble reposer sur un principe clé. Ne touchez pas aux affaires de la Chine. Cela s'est confirmé partout où la Chine investit massivement, surtout au Myanmar, où la diaspora chinoise détient d'importantes richesses et où l'industrie chinoise s'approvisionne largement en terres rares. Un oléoduc clé traverse le pays, fournissant ce qui serait la seule source d'approvisionnement en pétrole et gaz naturel de la Chine depuis l'étranger. Si une guerre hypothétique entraînait un blocus de la mer de Chine méridionale, les entreprises chinoises y ont investi l'équivalent de milliards et de milliards de dollars, construisant des ports maritimes aux autoroutes à travers le pays. Et elle garde son vassal, l'État ouacité, plus haut. Mais au final, la Chine se fiche de l'issue de la guerre civile. La Chine veille à ce qu'aucun camp n'endommage ses actifs et possessions, volontairement ou non. La Chine est sortie de sa réserve au cours de l'année et demie écoulée. Elle accentue la pression sur les groupes de résistance, les poussant à quitter des villes et territoires clés, surtout loin de l'oléoduc, où les citoyens du Myanmar sont très conscients de la présence chinoise, si bien que les familles déplacées essaient souvent de camper aussi près que possible de l'oléoduc. Dans un cas, un envoyé chinois a expliqué les tactiques utilisées contre un groupe rebelle particulièrement problématique, que cet envoyé a appelé les 5 coupures. Couper l'électricité, couper l'eau, couper l'accès à Internet, couper la circulation des personnes et couper le commerce. Jusqu'à ce que les rebelles cèdent et que la Chine obtienne ce qu'elle voulait. Les actions de la Chine ont été très frustrantes pour les factions rebelles. Mais du point de vue du Tatmadaw, la Chine a en réalité laissé beaucoup à désirer. Pékin se contente du strict minimum pour protéger ses intérêts et se préoccupe peu du sort du Tatmadaw. Partout ailleurs, Pékin est loin d'envoyer le niveau de soutien que le Tatmadaw souhaiterait.
Oui, elle fournit des bombes aux avions du Tatmadaw et des brouilleurs pour bloquer les drones rebelles. Mais la Chine peut fournir l'équipement lourd, les machines de combat offensives et le personnel, mercenaire ou chinois, susceptible de changer la donne. Au lieu de cela, la Chine reste en retrait, laissant le Tatmadaw se débrouiller dans ses propres offensives et aboyant parfois des ordres à la direction. Quand Min Aung Hlaing et ses alliés ne prouvent pas assez d'attention à la sécurité des intérêts chinois. La façon dont la Chine gère la guerre montre qu'elle voit surtout le conflit comme un atout de négociation. Idéal pour garder le Tatmadaw et les rebelles là où la Chine le veut. Évidemment, un Myanmar uni et véritablement stable serait préférable pour la Chine par rapport à la situation actuelle, mais il est peu probable qu'un Myanmar vraiment stable existe de sitôt. Il est plus probable qu'un Myanmar soit contrôlé soit par le Tatmadaw, soit par un leadership civil appuyé par l'alliance rebelle. Mais chaque option reste instable en raison du risque d'un autre coup d'État ou de la poursuite de l'insurrection rebelle. C'est encore moins prévisible que le conflit actuel, la Chine pouvant déplacer la guerre loin des zones sensibles, ce qui avantage le Tatmadaw et les rebelles. Les deux comprennent à quel point Pékin a du pouvoir sur eux, et les deux camps se sont habitués à se taire et à obéir quand Pékin leur dit de le faire. Le statu quo peut être horriblement violent sur le terrain, et il peut entraîner des années, voire des décennies, de combats continus, mais Pékin ne s'en soucie pas particulièrement tant que les affrontements ne causent pas de dommages aux intérêts chinois. Faute de force pour pénétrer les bastions rebelles, avancés dans les campagnes et sans réel soutien international, le Tatmadaw a peu de chances de gagner cette guerre prochainement. Mais le simple fait qu'un camp ne puisse probablement pas gagner ne signifie pas que l'autre le peut. Et pour les rebelles en difficulté du Myanmar, la situation semble encore pire que pour le Tatmadaw. Nous avons évoqué certains obstacles persistants au succès des rebelles sur le champ de bataille, mais il est utile d'en rappeler, notamment les effectifs. Quand les rebelles du Myanmar attaquaient, leur alliance entre milices ethniques et unités pro-démocratie était l'un de leurs principaux atouts. Les milices ethniques connaissaient bien leurs terres. Elles profitaient des économies et du soutien locaux, tandis que les factions pro-démocratie mobilisaient quand même des effectifs, déplacèrent leurs forces selon les besoins et combattaient dans de nombreuses zones simultanément. Mais cette flexibilité importe moins lorsque les rebelles ne sont pas à l'offensive. Au lieu de cela, lorsque les rebelles entreront en conflit direct avec le Tatmadaw en 2026, ils risquent de faire face à une force localisée écrasante. Lors des batailles où le Tatmadaw peut subir plus de pertes que les rebelles, il faut rappeler qu'ils recrutent des dizaines de milliers de combattants chaque année. Les rebelles, quant à eux, peuvent être expérimentés et bien retranchés dans certaines zones, mais ils ont beaucoup moins de capacité à attirer de nouvelles recrues chaque année. Aujourd'hui, les jeunes pro-démocratie des grandes villes du Myanmar vivent sous la menace constante du régime et il est bien plus difficile de fuir vers la campagne qu'avant. Surveillance constante en ville, multiplication des contrôles et patrouilles sur les routes des bastions du Tatmadaw et répression urbaine fréquente. Il pourrait trouver dans l'empreinte numérique d'une personne des preuves de son intention de fuir. Enfin, avec les résistants obligés de se battre en effectifs limités, ils doivent être très prudents quant aux pertes qu'ils sont prêts à accepter. Cela signifie qu'ils doivent rendre les combats plus courts et plus limités, compter sur moins de combattants pour tenir le territoire et choisir leur bataille avec soin afin de limiter les pertes au maximum. Le manque d'effectifs des rebelles réduit considérablement leur capacité à passer à l'offensive, surtout maintenant qu'ils n'opèrent plus en pleine campagne. Là où le terrain, le combat, l'asymétrie, l'isolement et l'effet de surprise jouent tous en leur faveur. Si les rebelles veulent s'emparer des cibles qui leur sont actuellement accessibles, à savoir des grandes villes bien fortifiées et des bases militaires qui s'intègrent dans une architecture défensive plus large du Tatmadaw, ils sont obligés d'y sacrifier des milliers de vies qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Pour aggraver les choses, beaucoup des milices ethniques du pays sont de moins en moins disposées à fournir des troupes à mesure que les combats s'éloignent de leurs propres terres. C'est une victoire majeure pour une milice ethnique de collaborer avec les forces pro-démocratie pour libérer son peuple. Et ces milices ethniques seront à jamais reconnaissantes envers leurs alliés de la résistance pour avoir permis cette libération. Cependant, il est plus difficile pour les milices ethniques de justifier le départ de leurs terres pour rendre l'appareil. Non seulement cela laissera leur terre natale vulnérable et mettra en danger la vie de précieux soldats dans des batailles lointaines, mais beaucoup de ces milices ne sont tout simplement pas très grandes. Le reste de la résistance devrait convaincre 10 milices, ou 15 ou 20, d'envoyer chacune autant de troupes qu'elles le peuvent. Rien que pour rassembler les forces nécessaires à une offensive relativement modeste.
Chaque milice ethnique sait que les autres refuseront sûrement, donc prouver qu'elles font exception n'aura guère de poids. Et cela touche à un problème plus profond concernant l'unité de la résistance au Myanmar. Bien que la résistance opère sous l'égide du gouvernement d'unité nationale d'opposition, son mélange de forces de combat ethniques et de groupes pro-démocratie n'est en réalité dirigé par le gouvernement d'unité nationale d'aucune manière significative. Ils sont décentralisés, mènent des opérations asymétriques. Au début de la guerre, c'était un atout. La résistance pouvait ainsi mener de nombreuses opérations locales simultanément, nécessitant peu de coordination à travers les lignes de front. Mais maintenant, cela signifie qu'il est difficile d'organiser toute la résistance pour mener une guerre de manière coordonnée, et il est encore plus difficile de convaincre certains groupes de se battre tout court. Beaucoup de milices ethniques, en particulier, ne se soucient pas vraiment de l'idée d'un Myanmar uni ou d'un gouvernement civil fédéralisé. Et certains craignent qu'un gouvernement civil fort ne fasse en réalité obstacle à l'autonomie qu'ils souhaitent réellement. Il y a une véritable différence d'objectifs entre les groupes rebelles qui veulent voir le Tatmadaw renversé et ceux qui veulent simplement que le Tatmadaw les laisse tranquilles. Même chez ceux voulant la chute du régime, de forts désaccords persistent sur l'alternative souhaitée et le soutien au gouvernement d'unité nationale reste limité. Cela complique encore le recrutement de nouveaux combattants, surtout à mesure que la guerre dure. Il est difficile de convaincre quelqu'un de devenir rebelle pro-démocratie si les rebelles n'arrivent pas à définir une vision démocratique réaliste. Les rebelles manquent aussi du matériel nécessaire pour changer réellement la situation. Alors que le Myanmar est devenu un important marché de contrebande d'armes, de nombreux rebelles disposent aujourd'hui d'armes bien plus puissantes que les fusils de chasse à un coup sur lesquels ils comptaient au début du conflit. Ils restent très en retard sur le Tatmadaw, n'ayant pas un accès régulier aux chars, véhicules de combat d'infanterie, ni de moyens de défense aérienne ou de technologie de brouillage. Ils ont donc très peu, voire aucune, option face aux attaques de drones et frappes aériennes. Plus important encore, les rebelles n'ont pas de ligne d'approvisionnement régulière ni de fonds pour renouveler leurs munitions. Les rebelles rationnent en continu armes légères, munitions, explosifs, obus de mortier et d'artillerie, ainsi que tout le nécessaire pour les combats intenses contre le Tatmadaw. Pire encore, l'armée est parfaitement consciente de ces problèmes du côté des rebelles, et elle a adapté ses propres tactiques en conséquence. Les rebelles ne pouvant pas les arrêter, l'armée utilise les drones plus souvent. Les rebelles, privés d'un accès régulier aux munitions, sont poussés par l'armée à des batailles d'usure pour les forcer à épuiser leurs réserves. Ils se retirent pour pouvoir se battre un autre jour. Ensuite, il y a les préoccupations pratiques soulevées au sein des milices ethniques, qui, en théorie, s'opposent au Tatmadaw, mais doivent penser à leur peuple. Après presque 5 ans de combats continus, beaucoup de ces groupes font face à des crises humanitaires parmi leur population, surtout à la suite du tremblement de terre de 2025. D'autres ont atteint la grande majorité de leurs objectifs dans le conflit et ont tourné leur attention vers la reconstruction, l'autonomie et, parfois, l'enrichissement personnel. Certains ont voulu chasser les Tatmadaw sans instaurer une vraie gouvernance démocratique. Cependant, du fait de liens étroits avec le crime organisé et l'industrie illicite des stupéfiants, l'absence militaire offre une opportunité de prospérer. Certains groupes ont été plus enclins que d'autres à conclure des cessez-le-feu avec la junte et ont profité de ce calme relatif tant qu'il a duré. Même si les chefs militaires des milices veulent continuer le combat, les dirigeants civils locaux peuvent ne pas les soutenir. S'appuyant sur les liens de clans, les leviers économiques et d'autres outils du pouvoir local pour ramener leurs jeunes hommes et femmes combattants sur les lignes de front et, tout comme les Tatmadaw peinent à obtenir un soutien international, servir à nouveau les rebelles. La Chine est en grande partie responsable du problème, non seulement parce qu'elle interagit avec les opérations rebelles de toutes les manières que nous avons décrites, mais aussi parce qu'elle constitue un obstacle clair et évident pour tout autre pays qui aurait pu choisir d'intervenir aux frontières du Myanmar. L'Inde a été déstabilisée par le conflit, mais New Delhi n'est pas vraiment favorable à beaucoup de groupes rebelles du pays. Et elle ne peut risquer une guerre par procuration au Myanmar, que la Chine gagnerait probablement. La Thaïlande se concentre sur le Cambodge voisin, tandis que le Bangladesh a ses propres problèmes internes considérables à gérer. Et le Laos est pratiquement insignifiant dans les affaires militaires régionales. Si quelqu'un dans le monde avait voulu intervenir en faveur des rebelles, cela n'aurait pas été l'un des voisins du Myanmar. Sauf l'Inde qui, encore une fois, a ses propres problèmes à gérer et n'a pas besoin du casse-tête de mener une insurrection contre la Chine dans un pays tiers.
Cela aurait été une nation assez puissante, dotée de la force économique et d'incitations géopolitiques pour défier la Chine dans l'Indo-Pacifique. Cela aurait pu être, disons, les États-Unis, cela aurait pu être le Japon, ou peut-être même un pays comme la Corée du Sud. Et pour être juste, nous ne pouvons pas dire avec une certitude absolue qu'aucun des rivaux de la Chine ne participe au conflit. Il est tout à fait possible qu'une main cachée soit à l'œuvre quelque part, aidant à faire passer des armes en contrebande, à fournir un soutien financier, ou même à envoyer un petit détachement de son propre personnel. À noter aussi que des puissances extérieures, notamment le Japon, ont développé des liens avec les groupes ethniques contrôlant des territoires dans les années 2010, ce qui laisse penser qu'ils pourraient s'appuyer sur ces relations en temps de guerre. Cependant, il n'existe actuellement aucune preuve que les rivaux de la Chine fassent cet effort. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils ne le feraient pas, en raison de la complexité même de l'insurrection au Myanmar et de l'absence d'une force directrice dominante au sein de l'alliance rebelle. Sur le terrain, toute puissance étrangère aurait du mal à mettre les groupes rebelles d'accord sans rendre leur implication évidente. Et s'ils ne peuvent pas orienter les rebelles vers des objectifs d'envergure et réalisables, alors soutenir l'insurrection pourrait ne pas valoir la peine. Le Myanmar n'offre pas assez de bénéfices pour attirer d'autres puissances dans le conflit. Surtout parce que, plus que tout autre conflit sur Terre, la guerre civile au Myanmar se déroule trop profondément dans la sphère d'influence de la Chine. Vu l'importance des investissements économiques et stratégiques de la Chine au Myanmar, ses liens avec le Tatmadaw et divers groupes rebelles, ainsi que sa connaissance de la zone de conflit. Une intervention étrangère ici n'en vaut tout simplement pas la peine. Et étant donné l'extrême volonté de la Chine de défendre ses actifs basés au Myanmar, les puissances étrangères ont probablement estimé que, même si elles visaient directement ces actifs, cela ne vaudrait tout simplement pas la tempête géopolitique qui s'ensuivrait. Et en parlant d'attaquer les actifs chinois comme moyen de changer la posture de la Chine pendant le conflit, les rebelles n'ont pas vraiment réussi à accomplir cela non plus. Dans l'état Shan du Myanmar, où se déroule une grande partie de l'extraction de terres rares, des groupes rebelles ont tenté d'utiliser comme levier en 2025 les mines dépendantes de la Chine. Mais lorsqu'ils ont tenté d'exercer un contrôle direct sur les mines et de forcer la Chine à la table des négociations afin d'obtenir des concessions, Pékin a répondu en illustrant clairement l'écart de puissance entre les rebelles et la plus grande superpuissance montante du monde. Au lieu de négocier avec les rebelles ou même de les punir, la Chine a construit de nouvelles mines gigantesques avec une rapidité incroyable dans des zones placées en toute sécurité sous le contrôle de milices plus amicales. Aujourd'hui, ces nouvelles mines sont ouvertes, tandis que celles que les rebelles voulaient réquisitionner sont presque inutiles. Les rebelles n'ont pas non plus voulu attaquer ou tenir les actifs les plus précieux de la Chine, comme les principales autoroutes frontalières ou ce pipeline crucial. L'influence de la Chine sur les rebelles a clairement suffi à les forcer à se conformer, le pipeline étant désormais pratiquement sécurisé. Les rebelles quittent ces autoroutes clés lorsqu'on le leur demande. Le principe directeur fondamental de la stratégie de la Chine au Myanmar, ne touchez pas à nos intérêts, semblerait indiquer une voie pour que les rebelles obtiennent de l'influence en menaçant ceux de la Chine. Mais les actions des rebelles disent le contraire. Combiner la capacité pratiquement inexistante du Tatmadaw à reprendre tout le territoire birman et les obstacles massifs qui empêchent encore les groupes rebelles du Myanmar d'obtenir une victoire totale. Et nous arrivons à une conclusion amère. Du moins à court terme, sur une échelle de quelques mois et probablement des prochaines années, la guerre civile au Myanmar est impossible à gagner. Les combats se poursuivent toujours, et on peut s'attendre à ce que des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année. Mais ces vies sont sacrifiées dans une impasse tactique et stratégique. Pas dans l'espoir de renverser la situation, mais pour échanger du territoire et des avantages à la marge. Les jeunes combattants de la liberté ont quitté leurs villes et familles il y a des années, espérant revenir un jour. En tant que libérateurs, ils ont dû accepter le fait qu'ils seront en exil pour les années à venir. Les conscrits qui grossissent les rangs du Tatmadaw, peut-être dans l'espoir de servir quelques mois puis d'être laissés tranquilles, ont dû reconnaître que leur nation sera en guerre pendant très longtemps. Les civils vivant à travers la vaste campagne du Myanmar, qui avaient peut-être autrefois espéré que leur milice locale pourrait aider à assurer un avenir sans la menace constante de frappes aériennes contre leurs écoles et hôpitaux, ont dû faire un choix. Continuer à soutenir la résistance plus large malgré ces difficultés, ou décider de laisser les choses telles quelles, s'accommoder de leur patrie appauvrie et dévastée, et espérer que le Tatmadaw porte son attention ailleurs. Alors que nous tournons notre attention vers l'avenir du Myanmar, nous sommes forcés de composer avec une réalité inconfortable. À ce rythme, le pays pourrait poursuivre cette guerre pendant des décennies.
Donc au lieu de donner un seul plan clair sur la direction que prendra le Myanmar désormais, nous allons explorer un éventail plus large d'options et présenter les nombreux futurs potentiels qui s'offrent au Myanmar et à son peuple. Aujourd'hui, abordons d'abord les options improbables, difficiles à exclure totalement, mais faciles à écarter. D'après les détails que nous avons déjà expliqués concernant l'intervention étrangère, il est très peu probable qu'une nation intervienne et vienne en aide aux rebelles si cela n'a pas déjà été fait. Une exception possible est le Japon, où Tokyo va ouvrir un service de renseignement étranger alors que le pays se remilitarise pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais même si Tokyo pourrait voir la guerre comme une occasion d'acquérir de l'expérience en matière de renseignement à l'étranger, il est très peu probable que le Japon s'engage à un niveau qui changerait réellement le cours du conflit. Tout aussi improbable est une intervention directe de la Chine, un pays qui évite très clairement de s'impliquer dans des guerres étrangères et qui semble penser qu'il dispose de tous les moyens de pression nécessaires pour contrôler son voisin. Enfin, nous pouvons écarter la possibilité que l'un ou l'autre camp capitule pacifiquement et se dissolve. À ce stade, ni le Tatmadaw ni les rebelles n'ont de raison de craindre un effondrement imminent. Et chacun s'oppose à l'autre avec une telle amertume qu'un compromis pacifique est pratiquement impensable. Sans compter qu'il n'est pas sûr que les rebelles puissent parler d'une seule voix assez longtemps pour lever le drapeau blanc, ou que Pékin permettrait au Tatmadaw de capituler, même si ses dirigeants le voulaient. Au lieu de cela, dans tous les futurs potentiels plus probables dont nous parlons, le Tatmadaw et l'alliance rebelle hétéroclite seront toujours là, se faisant face fondamentalement opposés à l'idée d'abandonner le pouvoir qu'ils détiennent. Dans cette gamme de résultats possibles, il y a deux catégories de base. La perturbation, où quelqu'un ou quelque chose intervient pour changer fondamentalement le conflit, ou la stagnation. Parmi les options les plus perturbatrices, il reste une chance que l'un ou l'autre camp puisse organiser une percée, ce qui ne serait facile pour aucune des factions, mais c'est un peu plus probable pour la résistance. Dans de bonnes conditions, un leader ou une organisation unificatrice pourrait mobiliser les forces combattantes du Myanmar pour tenter une percée. Entrer dans une partie du bastion actuel de la junte serait difficile et coûteux, mais avec assez de effectifs et d'équipements rebelles, c'est possible. Peut-être qu'une force rebelle massive et coordonnée pourrait s'emparer de la ville de Mandalay ou prendre le contrôle du précieux pipeline de la Chine afin d'essayer d'obtenir un véritable levier sur Pékin. Ces initiatives nécessiteraient une unité et une vision stratégique plus cohérentes que celles de la résistance actuelle, mais cela reste possible. De l'autre côté de l'équation, il est possible que le Tatmadaw reçoive un nouveau soutien inattendu, probablement de l'une des deux puissances étrangères, la Russie ou la Corée du Nord. Dans le cas de la Russie, Moscou dépend désormais entièrement de son économie de guerre pour rester à flot. Et si Moscou accepte un accord de paix en Ukraine, alors il lui faudra maintenir cette économie de guerre. D'une manière ou d'une autre, le Tatmadaw, peut-être avec l'aide financière de Pékin, pourrait investir dans de nouveaux achats d'armes à une échelle qui pourrait les aider à renverser la situation. Quant à la Corée du Nord, Pyongyang a beaucoup mis en avant ses déploiements de troupes en Russie. Avec le succès apparent de cette expérience pour la Corée du Nord et la Chine, il devient plus probable que des troupes nord-coréennes soient envoyées dans des conflits étrangers où la Chine n'interviendra pas directement. Parce que le Myanmar se trouve profondément dans la sphère de contrôle de la Chine, sans réel moyen pour les puissances étrangères de s'opposer de manière significative à ce qui s'y passe, le pays pourrait être un terrain d'essai idéal pour une intervention militaire dirigée par la Corée du Nord au nom de la Chine. En dehors du champ de bataille, l'économie contrôlée par le régime du Myanmar risque de s'effondrer. Sa monnaie a perdu la moitié de sa valeur rien qu'en 2024. Les prix des produits de première nécessité sont exorbitants et le régime subit la pression des sanctions internationales. Le Tatmadaw imprime désormais de l'argent pour tenter de rester à flot. Et il a pris des mesures hautement inhabituelles pour contrôler directement le commerce, même si sa propre élite continue de s'enrichir grâce à la corruption et au pot de vin constant. Encore une fois, la Chine joue ici un rôle important en tant qu'influence extérieure. L'économie chinoise est environ 250 fois supérieure à celle du Myanmar, et si la Chine veut soutenir financièrement le Tatmadaw, elle y parviendra facilement. Le Myanmar intéresse la Chine pour ses minéraux clés, son rôle de zone grise légale, l'accueil d'investissements chinois et sa proximité géopolitique avec Pékin. Donc, du point de vue de la Chine, le coût de maintenir l'économie du Myanmar sous perfusion pourrait en valoir la peine. Pourtant, il existe toujours un risque d'effondrement économique total avec ou sans la Chine. Un Tatmadaw incapable de payer ses soldats, de reconstituer ses munitions ou d'assurer une sécurité économique à ses partisans risque d'être renversé par les rebelles. Mais une menace similaire existe aussi chez les rebelles. Que la relation entre les milices ethniques et les combattants pro-démocratie pour la liberté pourrait se distendre davantage, voire se détériorer totalement.
Rappelez-vous, milices ethniques et rebelles pro-démocratie ont des motivations très différentes. Les milices veulent l'autonomie locale et protéger leur population, mais se préoccupent rarement d'un gouvernement fédéral civil. Contrairement à la vision beaucoup plus large d'une Birmanie libre portée actuellement par la résistance anti-régime, les deux camps ont néanmoins de nombreuses raisons de coopérer. Ils luttent contre les contre-offensives du Tatmadaw, et ils aimeraient reprendre le contrôle de villes comme Sittwe, Hakka ou Lowrau, qui sont entourées par des territoires de la résistance. Mais si, au cours des prochains mois ou années, le Tatmadaw et les rebelles consolident chacun le contrôle de leurs zones respectives, alors ces incitations à coopérer commenceront à disparaître. Lorsque des groupes ethniques puissants comme les Shin, Shan ou Karen auront récupéré leurs terres ancestrales, ils n'auront plus de raison d'envoyer leurs combattants ailleurs. Ils défendront leurs frontières, mais si les rebelles pro-démocratie veulent poursuivre le combat, ils devront le faire seuls. Et malheureusement, nous devons aussi prendre en compte l'impact déstabilisateur de la nature elle-même. En 2025, le Myanmar s'est souvenu de l'ampleur des dégâts causés par les séismes et autres catastrophes naturelles. Et bien qu'il soit impossible de prédire si un tremblement de terre frappera à nouveau, le Myanmar est une zone hautement active sur le plan géologique. La faille de Saigang, qui a bougé lors du séisme de 2025, est la principale source de séismes au Myanmar. Selon l'endroit où un séisme se produit, la faille pourrait provoquer une catastrophe pour le Tatmadaw ou les rebelles. Le séisme de 2025 a frappé relativement près de Mandalay, mais il a été le plus intense au nord de la ville, avec des répercussions qui se sont propagées à la fois dans les zones contrôlées par le régime et celles tenues par les rebelles, mais de manière disproportionnée dans le nord aux mains des rebelles. Cela ne veut pas dire que la prochaine fois, ce sera pareil. La faille de Saigang s'étend profondément dans le territoire de la junte, y compris sous la capitale Naypyidaw. Selon l'endroit, le moment et la possibilité qu'un autre grand séisme survienne, il est impossible de prévoir ce qui pourrait arriver ou comment cela pourrait influencer le conflit. Mais chaque camp pourrait se retrouver gravement compromis si tout tourne mal. Enfin, nous arrivons aux options représentant diverses formes de stagnation, où, après encore quelques mois ou années de combat et seulement des avancées minimes sur les lignes de front, le Tatmadaw et les rebelles s'installent dans un statu quo inconfortable mais gérable qui ressemble vaguement à la paix. En pratique, cela pourrait signifier un accord formel, un cessez-le-feu, ou une baisse progressive des combats sans reconnaissance officielle, voire un dépôt des armes par toutes les parties. Mais si l'histoire du Myanmar est un indicateur, cela signifiera probablement que la majeure partie du pays sera en paix, tandis que des conflits localisés mineurs continueront de se dérouler. Le Myanmar évoluerait lentement vers un statu quo pacifique, le Tatmadaw contrôlant les grandes villes et les groupes ethniques la campagne. Et toutes les parties essaièrent de travailler ensemble pour gérer les affaires quotidiennes sans violence. Si le Tatmadaw l'emporte, cela pourrait ressembler à une confédération où les groupes régionaux accepteraient une autonomie limitée pour gérer leurs affaires, mais acceptent en général les exigences d'un gouvernement fédéral faible. Ce gouvernement fédéral pourrait gérer l'économie, contrôler unilatéralement les principales villes du Myanmar et profiter des avantages du commerce et de la diplomatie, tout en laissant ces sujets assez tranquilles pour que les milices ethniques n'aient pas envie de prendre les armes. Si le Tatmadaw laisse réellement tranquilles les gouvernements régionaux autonomes du Myanmar, certains pourraient trouver la situation acceptable. Collaborer avec le Tatmadaw pour obtenir une aide humanitaire et des fonds de développement, tout en maintenant une force de combat assez forte pour dissuader les deux camps de s'affronter. En somme, ce résultat légitimerait le contrôle du Tatmadaw sur le Myanmar. Et tant que les gouvernements autonomes régionaux obtiennent tout ce qu'ils veulent, le Tatmadaw pourrait également être en mesure de mener une répression nationale accrue contre les combattants pro-démocratie qui ont déposé les armes. À l'opposé, un très bon résultat pour les groupes de résistance du Myanmar consisterait en une véritable autonomie régionale, avec le Tatmadaw représentant techniquement le Myanmar sur la scène internationale, mais agissant en réalité comme un gouvernement régional, ne gouvernant que le territoire qu'il contrôle directement. Dans ce cas, d'autres gouvernements régionaux pourraient recevoir une certaine reconnaissance de partenaires internationaux, surtout pour des initiatives humanitaires. Alors qu'ils se relèvent du carnage de la guerre, chacun d'eux devrait poursuivre son propre développement économique, ce qui serait un combat difficile pour beaucoup d'entre eux. Mais ils pourraient y faire ce qu'ils veulent, sans la menace constante des frappes aériennes du Tatmadaw ou des bureaucrates fédéraux qui leur mettent des bâtons dans les roues, mais ce scénario comporte aussi des problèmes. Non seulement le Tatmadaw serait peu enclin à accepter un monde où il ne ferait qu'entériner les actes de gouvernement autonome et potentiellement même séparatistes, mais ce serait intrinsèquement instable. La multiplication des groupes défendant leurs intérêts rend les conflits limités plus probables, que ce soit entre eux ou avec le Tatmadaw.
Cette instabilité et le potentiel pour des acteurs étrangers de renforcer leur influence auprès de diverses factions autonomes sous le nez de la Chine pousseraient un Pékin à s'opposer à ce scénario particulier. Maintenant, il existe un terrain d'entente ici. Mais dans un retournement du destin particulièrement ironique, ce terrain d'entente est en fait le système qui gouvernait le Myanmar avant que cette guerre ne commence. Que ce soit sous régime militaire ou civil, la vie au Myanmar a toujours été un va-et-vient entre des gouvernements régionaux semi-autonomes, représentant divers groupes ethniques, et l'élite dirigeante qui gère le gouvernement fédéral. C'était une situation désordonnée, compliquée et tendue, où ni le gouvernement central ni la majorité des groupes ethniques du Myanmar n'obtenaient jamais ce qu'ils voulaient. La nation est restée pauvre et fracturée. Elle devait presque toujours faire face à une forme limitée de conflits localisés, mais au moins c'était une sorte d'équilibre où toutes les factions du Myanmar pouvaient serrer les dents et supporter ce qui se passait. Personne n'aimait le statu quo d'avant-guerre. Le Tatmadaw a mené tout son coup d'état militaire pour pouvoir le changer. Alors que le mouvement pro-démocratie était très déçu des progrès réalisés par le Myanmar avant le coup d'état. Mais après 5 ans de combat, après près de 100 000 morts confirmés, il y a une réelle possibilité que le Myanmar se retrouve exactement là où il a commencé, dans le même statu quo qui a mené la nation à ce point. Il est impossible d'affirmer avec certitude comment la guerre civile au Myanmar se terminera, mais nous savons comment elle ne finira pas. Une véritable victoire, une victoire totale pour l'un ou l'autre camp. Si un tel triomphe a jamais été possible au Myanmar, pour le Tatmadaw ou pour les rebelles, est impossible, désormais. Cette guerre civile brutale est impossible à gagner, et le bain de sang au Myanmar, aujourd'hui ou demain, ne changera rien à cela. La guerre portait autrefois sur la liberté contre la répression, la pluralité contre la domination, et la démocratie contre l'autoritarisme. Aujourd'hui, c'est une lutte pour les miettes dans une guerre où tout le monde finira par perdre. Merci d'avoir regardé.